Premier jour du mois d'avril, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. Des investissements et des partenariats pour augmenter l'emploi des jeunes, c'est le thème d'un panel de haut niveau animé ce matin par le président de la République à Bruxelles. C'était au 5e forum des affaires Union européenne-Afrique. Occasion pour le chef de l'État de présenter l'expérience de la politique malienne de promotion d'emploi jeunes. Envoyés spéciaux à Bruxelles, Ibrahima Traoré et Ibrahima Koulibaly. Des ovations pour le président de la République après son intervention au 5e Forum des affaires Union européenne-Afrique. Son discours a porté sur le thème « Investissement, partenariat en vue d'un travail productif pour les jeunes ». Le chef de l'État a justement mis un accent particulier sur le rôle économique de la jeunesse en s'appuyant sur le cas du Mali, qui a une population très jeune, estimée actuellement à près de 65%. Et dans ce contexte, pour le président Ibeka, le défi numéro 1 reste la maîtrise de la croissance démographique. En plus, la grave crise politique et sécuritaire que le Mali vient de traverser a durement frappé l'économie nationale. Dans ces conditions, notre jeunesse se trouve désœuvrée et a donc besoin d'un accompagnement de qualité afin de jouer un rôle prépondérant dans le redressement et le développement durable du pays. Pour ce faire, j'ai pris l'engagement de redonner espoir à notre jeunesse et de lui garantir un avenir meilleur à travers l'égalité des chances partout sur le territoire national. Pour traduire cette vision, le Mali s'est engagé conformément au cadre stratégique pour la croissance et la réduction de la pauvreté 2013-2017 et le programme d'action du gouvernement 2013-2018 à mettre en œuvre les actions stratégiques suivantes. Faire de l'éducation un facteur décisif de socialisation de la jeunesse, veiller particulièrement à la qualité de l'enseignement et mettre l'accent sur l'adéquation entre les filières de formation et les besoins du marché de l'emploi. Promouvoir l'emploi des jeunes et leur insertion sociale et professionnelle. C'est à ce prix que nous réussirons, pensons-nous, la transition de l'école au travail. Il s'agira aussi de faire de la formation professionnelle un facteur d'amélioration de la compétitivité des entreprises à travers le perfectionnement de 50 000 travailleurs des secteurs publics et privés, dont 15 000 femmes. Le peuple malien, et plus particulièrement sa jeunesse, fonde beaucoup d'espoir sur l'impact attendu de la mise en œuvre de ces différentes actions. J'invite tous les amis et partenaires du Mali, singulièrement l'Union européenne, à nous accompagner dans ce vaste chantier d'investissement dans la jeunesse. Le président Ibeka est donc convaincu que l'inaccessibilité à l'éducation, à la formation et à l'emploi demeure la source du malaise ou du mal-être de la jeunesse. La garantie et l'effectivité de la jouissance de ces droits est le seul moyen de faire de cette jeunesse un atout pour atteindre notre objectif de développement qui se résume à la réalisation d'une croissance économique forte pour réduire de façon substantielle la pauvreté. C'est pourquoi investir dans la jeunesse n'est pas qu'un choix, c'est surtout une obligation et un devoir. Oui, l'Afrique peut réduire le fossé qui la sépare des autres continents, à condition d'assurer une meilleure éducation, une formation de qualité. C'est le défi du développement pourvu qu'elle crée les conditions optimales pour assurer l'emploi des jeunes, afin de générer davantage de richesses et d'améliorer la productivité. Oui, l'Afrique à travers sa jeunesse peut prendre toute sa place dans le concert des nations, à condition d'assurer la bonne gouvernance, de lutter contre la corruption, la délinquance financière et l'injustice. Mais aussi et surtout, si elle instaure une culture démocratique qui favorise et nourrit la culture de l'excellence, de la créativité et de l'esprit d'entreprise au sein de la jeunesse. D'autres experts étaient présents aux côtés du président de la République pour animer ce panel de haut niveau. Au cours de ce think tank, tous ont indiqué qu'il faut agir très vite pour faire face au chômage des jeunes, notamment sur le continent africain. Et l'atteinte des objectifs pour les uns et les autres passe impérativement par la mise en œuvre des différentes actions annoncées. Et juste après cette intervention au 5e Forum UE-Afrique, le président de la République a répondu aux questions de nos journalistes. Ibrahim Boubacar Keïta explique les raisons de sa présence au Forum et surtout sa participation au panel consacré aux investissements et aux partenariats pour le travail productif de la jeunesse. Nous l'écoutons au micro de nos envoyés spéciaux Ndei Sissoko et Dembawana.
Nous avons 70% de notre population qui est jeune et qui est la plupart du temps analphabète, non diplômé, mais ici beaucoup diplômé. Il faut à cette de la population en lui trouvant de l'emploi, en lui donnant l'occasion de montrer l'énergie, dépenser utilement pour le développement du pays dans les secteurs qui sont dans notre pays essentiels, tels l'agriculture. Donc beaucoup de projets d'entrepreneuriat de jeunes ruraux et un fonds national pour l'emploi. À cet égard-là, un fonds emploi jeune d'environ 15 millions d'euros. Mais c'est encore insuffisant. Nous cherchons chaque fois des niches possibles, de nouvelles possibilités d'emploi, d'employabilité des jeunes. C'est ce que j'essaie d'expliquer à nos amis de ce panel, de ce colloque, pour leur demander également de continuer à nous soutenir, pas par les idées, mais aussi par les moyens de mise en œuvre d'une formation professionnelle adéquate, digne de ce nom. Et l'actualité du côté de la France, c'est la nomination hier par le président français de Manuel Valls au poste de Premier ministre. Au lendemain d'une défaite des socialistes aux élections municipales, l'ancien ministre de l'Intérieur remplace Jean-Marc Ayrault qui avait annoncé sa démission en début de soirée. Le président français a fixé l'emploi pour priorité à ce futur gouvernement. Ici, à Bamako, au Mali, l'Union européenne qui vient d'investir près de 20 milliards de francs CFA pour l'aménagement de 2500 hectares de terres irriguées dans la zone office du Niger. Ce programme vise à accroître les rendements agricoles au Mali et lutter contre l'insécurité alimentaire. Le Premier ministre était sur le terrain à l'office du Niger. Mohamed Diarra. Ce geste, qui n'a duré que quelques secondes, a une valeur incontestable puisqu'il concerne une somme fort impressionnante. Oui, près de 20 milliards de francs CFA. C'est la somme que l'Union européenne a décidé de débourser pour l'aménagement de 2500 hectares de terres irriguées dans la zone office du Niger. L'ouvrage que vous voyez derrière moi assure la mise en eau aujourd'hui de 2500 hectares, mais il peut assurer la mise en eau de 7500 hectares complémentaires. En plus de la cérémonie d'ouverture de la vanne, le chef de gouvernement a procédé au lancement des projets de reboisement dans la même zone. Cette opération qui concerne la mise en terre de 1000 plants va créer de l'emploi pour 300 jeunes et femmes. Avec ce gigantesque programme, c'est un nouvel espoir pour la population de la 4e région et même pour tout le Mali. Cette troisième intervention de 2500 hectares de l'Union européenne va porter le niveau des aménagements à 110 000 hectares. 110 000 hectares sur un potentiel de 960 000 hectares. Et cela fait 14% du potentiel aménageable. Nous, bénéficiaires de ces parcelles, nous prenons l'engagement d'en faire un bon usage et faire profiter les autres populations pour la commercialisation de nos surplus de production. Avec ces terres, ce sont 2256 familles qui verront leur propriété foncière augmenter. C'est la raison pour laquelle les populations de la commune rurale de Pogo, par la voix du maire, ont réitéré leur remerciement à l'Union européenne. L'Union européenne, en 3 décennies, a aménagé plus de 5000 hectares de périmètres irrigués et elle ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. Ce nouveau périmètre demande une gestion méticuleuse. C'est pour cela que nous avons mis en place des assistances techniques auprès de l'Office du Niger pour l'appuyer dans ses missions principales, c'est-à-dire la gestion de l'eau et la maintenance de ses aménagements. Les progrès sont considérables, mais les défis auxquels l'Office du Niger va faire face restent nombreux. La réussite de ce programme permet de créer des entreprises agricoles. Je le répète encore une fois, des entreprises familiales. Et c'est ce à quoi travaille le gouvernement du Mali. Des grandes possibilités d'aménagement existent encore et des efforts considérables à déployer afin d'arriver à aménager les 350 000 hectares à l'horizon 2020. Pour le Premier ministre, il s'agit à travers de tels programmes de faire du Mali un pays exportateur de riz et d'autres produits maraîchers. Le problème de l'Office du Niger, comme vous le savez certainement, c'est qu'il y a à peu près 55 000 exploitations pour 110 000 hectares, ce qui signifie qu'une exploitation a en moyenne 2 hectares, ce qui est insuffisant. Le seuil minimum de rentabilité est autour de 3 hectares. Donc,
beaucoup d'exploitations l'ont, mais beaucoup sont en dessous. Il faut que nous les portions à ce seuil dans un horizon acceptable, parce que c'est à ce prix-là qu'elles peuvent accéder à la rentabilité, donc à la stabilité, et que les objectifs de lutte contre la pauvreté peuvent être atteints. Au-delà des objectifs de lutte contre la pauvreté, ceux de sécurité alimentaire à l'échelle de l'ensemble du pays. Si vous ne faites pas du riz de façon rentable, vous ne pouvez pas dégager des surplus, donc vous ne pouvez pas les mettre à la disposition de ceux qui ne sont pas sur le casier. Donc l'enjeu premier, c'est celui-là, et ce périmètre y contribue. Au-delà, le périmètre permet l'installation de nouveaux exploitants, et c'est une excellente chose, c'est ce qui va permettre de conforter la sécurité alimentaire du Mali. Autre volet non moins important de ce programme, c'est bien la pisciculture. Et le Premier ministre a visité une cage flottante gérée par une coopérative de 10 jeunes. Au total, ce sont 15 cages qui seront installées. Le séjour du chef de gouvernement a pris fin dans la capitale de Balanza sur une visite aux notables de Mbewani et de la ville de Ségou. Ensemble, ils ont fait des bénédictions pour la paix et la stabilité au Mali. À Ségou, Marta Tamli a aussi parlé des grands chantiers qui seront réalisés à l'Office du Niger dans le cadre du 11e FED. Nous l'écoutons au micro de nos envoyés spéciaux. L'Office du Niger est au centre des attentions du gouvernement et du président de la République, au centre de la stratégie d'accélération de la croissance. Comme telle, elle reçoit et recevra des attentions constantes et renouvelées. Nous venons de signer les contrats de marché d'aménagement hydro-agricole pour 3900 hectares dans le casier de Molodo. Dans le cadre de la détermination des priorités du 11e FED, 2500 hectares complémentaires seront mis en valeur à l'Office du Niger. Nous sommes en discussion très avancée avec plusieurs partenaires techniques et financiers pour la reprise des travaux sur le périmètre d'Alatona, soit 8800 hectares. Nous sommes en discussion également avec des partenaires pour l'accroissement de la section du canal de Massina. Pour cet aménagement, environ 10 milliards de francs CFA doit nous permettre d'assurer la mise en eau de 60 000 hectares sur le périmètre de l'Office du Niger, ce qui est tout à fait important. Enfin, des discussions sont en cours avec la Banque mondiale et d'autres partenaires pour la mise en place d'un système complet de drainage à l'Office du Niger. Et comme je vous l'ai indiqué, un bon système de drainage, c'est une augmentation des rendements de 50%, ce qui signifie un équivalent accroissement, en équivalent accroissement du périmètre, une extension significative des aménagements que nous avons en gestion. L'avenir de l'Office, permettez-moi d'en dire deux mots, et ce casier le figure bien. L'avenir de l'Office, ce sont des exploitations familiales rentables, et ce sont des opérateurs privés installés dans la région. C'est sur ces deux jambes que l'Office doit avancer. Et ce sont les perspectives que nous voulons tracer, afin que demain, nous puissions mettre en place, le ministre délégué à l'élevage en a parlé, des agropoles qui assurent la valorisation industrielle des produits qui seront ceux apportés par l'Office du Niger. Le projet d'agropole de la région permettra de faire en sorte que les productions de l'Office du Niger soient justement valorisées dans des unités agro-industrielles de qualité qui bénéficieront de nos attentions. Développement rural toujours avec le 5e Salon international de l'agriculture SIAGRI prévu pour le 18 avril prochain ici à Bamako. L'édition 2014 porte sur le thème « Les exploitations agricoles familiales, fondement de la sécurité alimentaire au Mali ». En prélude au salon, le président de l'APECAM a animé une conférence de presse, Bakari Togola, d'informer les journalistes sur les innovations de cette édition. Kourama Traoré. 9 jours pour découvrir l'agriculture malienne dans sa globalité et sa diversité. C'est le principal enjeu du Salon international de l'agriculture. Le SIAGRI s'impose d'édition en édition comme un véritable rendez-vous de promotion et de valorisation du potentiel agricole du Mali. Le 5e SIAGRI porte sur le thème « Les exploitations agricoles familiales, fondement de la sécurité alimentaire au Mali ». Un choix motivé par la contribution du secteur à la stabilité économique et sociale du pays. Une raison parmi tant d'autres. Jusqu'à présent,
On ne sait pas combien d'agriculteurs, combien d'éleveurs, combien d'exploitants forestiers, combien de pêcheurs au Mali. Parce que pour accompagner quelqu'un, d'abord, il faut connaître quel est le nombre. Aujourd'hui, les agriculteurs, s'ils ont besoin de semences, des engrais, des matériels, on ne connaît même pas quel est le nombre. Je pense que c'est un problème qu'on ne peut pas régler. Le SIAGRI 2014 en chiffre, c'est 2 hectares aménagés et un espace sur lequel seront installés 200 stands environ pour l'exposition de 2000 produits. 5000 visiteurs y sont attendus par jour pour un budget prévisionnel de 200 millions de francs CFA. L'édition de cette année comporte plusieurs innovations, parmi lesquelles un panel sur les enjeux de l'agriculture, une conférence sur les politiques du Mali en matière des exploitations agricoles, une journée promotionnelle de la banque du Mali. Aussi, pour la première fois, le salon est élargi aux artisans et commerçants. Parce que si tu dis l'agriculture seulement, tu parles de la chambre de métiers. Parce qu'il n'y a pas un agriculteur sans passer par la chambre de métiers qui fabrique les sembores, les machines, les sarues, les restes, tout ce qui est besoin du monde rural. Je veux que l'ensemble des acteurs viennent contribuer pour le salon. La 5e édition du Salon international de l'agriculture se tiendra du 18 au 26 avril 2014 au Palais de la Culture Amadou Hampâté-Bâ. Elle est placée sous la présidence du chef de l'État Ibrahim Boubacar Keïta. Et le ministre de la Communication et des Nouvelles Technologies de l'Information qui participe à Dubaï à la conférence mondiale de développement des télécommunications 2014. Jean-Marie Idrissa Sangaré a présenté aujourd'hui une déclaration de politique générale sur l'éthique dans notre pays. Je vous propose de l'écouter. Les progrès réalisés lors de la dernière décennie ont apporté la preuve que les technologies de l'information et de la communication représentent un outil extraordinaire de développement, rendant les personnes autonomes et offrant aux plus démunis la possibilité d'améliorer leur qualité de vie. Ce développement a permis l'émergence de beaucoup de nos pays qui ont considéré l'éthique comme étant un secteur stratégique de développement. Les TIC et la récente expansion des radiocommunications mobiles et l'Internet à haut débit, ainsi que les aspects liés à la cybersécurité, montrent que les frontières ne sont plus reconnues et de ce fait exigent une coopération internationale plus accrue entre les pays et un partenariat plus soutenu entre les différents acteurs concernés, secteur public, secteur privé, société civile. Le gouvernement du Mali est pleinement conscient des perspectives de progrès qu'ouvrent les technologies de l'information et de la communication et il a constamment manifesté sa détermination d'en faire un levier important de son développement économique, social et culturel. Cette détermination s'appuie sur une réforme en profondeur du secteur des télécommunications et des TIC avec pour objectifs principaux de faciliter l'accès aux services de communication de base au maximum des citoyens, d'encourager la concurrence afin de promouvoir la variété, la qualité et l'accessibilité financière des offres des services de télécommunication, de construire un réseau national de télécommunications fiable et connecté aux autoroutes de l'information, de créer un environnement favorable à la promotion des investissements privés dans les domaines de la télécommunication et des technologies de l'information et de la communication. Toutes ces actions optimisent l'utilisation des TIC pour atteindre plus rapidement les objectifs de notre cadre stratégique de lutte contre la pauvreté et ceux du développement du millénaire. À l'instant, le ministre de la Communication à la conférence mondiale de développement des télécommunications. Le ministre de l'Équipement et des Transports était en visite à Sikasso et il a constaté l'état d'avancement des travaux de la route Sikasso-Heremakono, frontière du Burkina Faso. Il a aussi visité la voie d'accès à l'hôpital régional de Sikasso et certains services relevant de son département. ORTM Sikasso, le compte-rendu de Idrissa Goulou Sissoko. La construction de la route Sikasso-Heremakono longue de 42 km a démarré depuis février 2013 et doit s'achever en juin 2014. Pour un coût de plus de 13 milliards de francs CFA financé par l'IDA et l'État malien, le tronçon permettra de joindre facilement la frontière burkinabé. La construction d'une telle infrastructure nécessite un entretien courant. Donc nous rappelons ici que le paiement des redevances est obligatoire pour tout usager de la route. Les seules catégories exonérées, nous les connaissons. Il s'agit des véhicules militaires, des véhicules des forces de sécurité et des convois funèbres. En dehors de ces catégories, vous avez vu avec nous tout de suite, nous avons tous payé les péages, les ministres, les gouverneurs, nous-mêmes. Donc c'est ce message que nous lançons à la population. Et chaque fois qu'ils payent les péages, de demander les tickets.
Le ministre s'est dit très satisfait du travail fait par l'entreprise chinoise COVEC et du respect des délais. Pour un délai consommé de 67%, les travaux sont à plus de 90%, ce qui est d'ailleurs rare chez nous. Et nous avons pu constater de visu que les travaux respectent toutes les normes des clauses contractuelles. Et aussi, nous avons été très particulièrement agréablement surpris de voir que, en plus des travaux, l'entreprise a pu faire des réalisations d'ordre social. La route d'accès à l'hôpital régional de Sikasso a été visitée. Aussi, le ministre est rendu à la direction régionale des routes, à la direction régionale des transports terrestres et fluviaux, à l'IGM et à l'ANASER. À toutes ces étapes, il a échangé avec les travailleurs sur leurs activités et les difficultés qui sont les leurs. Le ministre n'a pas manqué de rendre une visite de courtoisie aux notabilités de Sikasso. Lancement à Ségou de la 8e édition du projet Talent de la Cité. C'est une initiative de Smart Ségou, une association de droit malien de la Fondation Festival sur le Niger. Talent de la Cité vise à valoriser les productions locales tout en stimulant la créativité. Honoré Tienou. Le projet Talent de la Cité est axé sur un concours national d'art plastique, de musique et de tresses traditionnelles. Il s'agit en effet de promouvoir l'expression et la diversité culturelle, l'innovation et la créativité des jeunes artistes qui sont en puissance. Smart a initié le projet Talent de la Cité conformément à sa mission de promouvoir et de valoriser l'art et la culture malienne pour donner plus de chance aux jeunes pour s'exprimer. Ce projet permettra à coup sûr de propulser les jeunes artistes en herbe au rang de professionnels confirmés. Lors du dernier appel à projet en 2013, l'UNESCO a reçu plus de 1500 dossiers et 9 simplement ont été retenus, dont le projet Smart Ségou. Et le ministre de la Culture, Bruno Maïga, d'apprécier cette volonté. Ça a été un vrai régal pour moi que de prendre part à cette soirée. Ceci dit, je voudrais adresser mes sincères remerciements aux organisateurs de l'événement, en l'occurrence Smart, et à travers Smart, la Fondation Festival sur le Niger, les réseaux qu'il y a et les centres Corée, dire toute notre satisfaction parce que ceci cadre avec la politique du département, à savoir la promotion des jeunes talents. Après une présélection au niveau du district et les régions de Ségou, Sikasso et Mopti, une phase finale sanctionnera les activités du projet où 3 lauréats dans chaque discipline bénéficieront de l'appui de Smart Ségou. Les priorités des organisations féminines du Mali, c'est le thème de la rencontre organisée par l'association Coopération. Au terme des travaux, les organisations féminines vont restituer au gouvernement un document issu de la rencontre d'octobre 2013. Le document en question fait le point de la situation des femmes du Mali. Rachel Tessougué. L'association Coopération et plus de 50 organisations féminines ont présenté une série de recommandations au gouvernement malien. Elles veulent ainsi contribuer à la résolution des problèmes auxquels les femmes sont confrontées. Les recommandations ainsi formulées sont accorder une priorité à la promotion des femmes afin de préserver l'égalité des chances et de lutter contre les violences faites aux femmes. Harmoniser les textes nationaux avec les conventions internationales signées et ratifiées par le Mali. Traduire et vulgariser les textes de loi en faveur des femmes en langue nationale, accélérer l'actualisation du plan triennal de la politique nationale du genre. Selon le rapport de Coopération, les femmes demeurent des actrices incontournables du développement. Elles représentent 70% de la main-d'œuvre dans le travail agricole et 60% dans le domaine du commerce. Je voudrais rendre hommage à toutes les femmes du Mali, femmes urbaines et femmes rurales, sans lesquelles il ne serait pas possible de construire un Mali nouveau, où les Maliens et les Maliennes puissent bénéficier de façon équitable du développement du pays. Ce sont l'intégrité, l'engagement, le courage et les compétences de ces femmes qui sont indispensables pour faire du Mali un pays fier et uni de valeurs de justice, de paix, solidarité et cohésion sociale. Coopération est une association espagnole de coopération internationale engagée dans les valeurs d'égalité, de justice et de démocratie. Elle a un modèle de développement humain et durable qui garantit les droits des hommes et des femmes.
Les recettes et les dépenses de la mairie du district de Bamako ont été exécutées à près de 40% pour l'exercice écoulé. C'est le constat fait par les administrateurs de la première session ordinaire du conseil du district de Bamako dont les travaux ont démarré hier. Daouda Sidiki Diarra. Cadre logique de débat démocratique, cet espace est un lieu du donner et du recevoir. Pour ce faire, les travaux de la session ordinaire de la mairie du district de Bamako vont s'articuler autour de 3 axes. Il s'agit de l'examen et de l'adoption du compte administratif du plan triennal d'appui technique, l'assainissement urbain et les cas de série d'incendie que Bamako a connus ces derniers temps. Le compte administratif est l'acte qui retrace l'ensemble des ordres de recettes et des mandats émis par le maire conformément à la réglementation budgétaire. Au-delà de son caractère légal, l'analyse des comptes de l'exercice 2013 est aussi un moment de communication institutionnelle, non seulement sur l'évolution des ressources, mais également le lieu de se pencher sur les perspectives. Cette session intervient à une période marquée par des épreuves douloureuses, des inondations, des incendies de marchés, des problèmes d'assainissement très approfondis dans certaines collectivités, dans certains quartiers, contribuant à réduire l'impact de nos efforts en matière de gestion urbaine. Pour la campagne écoulée, les recettes et les dépenses de la mairie du district de Bamako ont été en deçà des attentes avec 40% d'exécution, ce qui a considérablement réduit sa marge de manœuvre visant à répondre aux besoins de la population, d'où cet appel du maire. La municipalité ne pourra jamais se développer sans l'ordre et la discipline. La municipalité ne pourra jamais se développer sans les citoyens. Donc si vous nous accompagnez avec ces différents slogans, je pense qu'il y aura un sursaut. En marge des travaux de cette session, la cellule de préfiguration de l'agence d'urbanisme de la métropole de Bamako a été inaugurée par les ministres de l'urbanisme et de la politique de la ville. Cette cellule est une première et c'est un symbole. Les collectivités étant plus proches des populations, les services seraient plus efficaces, plus rapides et les populations en seraient les principaux bénéficiaires. Donc c'est tout le sens qu'il faut donner à la décentralisation, c'est tout le sens qu'il faut donner au transfert nécessaire des compétences de l'État aux collectivités. Et je pense que ce symbole-là, nous allons le transformer en réalité. La nouvelle structure est destinée à mieux maîtriser la croissance urbaine. Cérémonie de baptême d'une nouvelle campagne d'assurance, compagnie d'assurance après son rachat par le groupe de Saham. Colina Assurance change de nom et devient Saham Assurance. Elle intègre ainsi le marché des assurances avec 2 entités, Saham Assurance et Saham Assurance Vie. Les détails avec Al-Husseini Touré. Ce n'est pas un poisson d'avril. Colina Assurance n'est plus, vive Saham Assurance. La nouvelle compagnie qui a racheté 100% des parts de Colina se positionne comme une compagnie ambitieuse qui lorgne le reste de l'Afrique et le Moyen-Orient. Aujourd'hui, le groupe Saham, c'est un groupe qui est présent dans 23 pays en Afrique et au Moyen-Orient. Colina a décidé, dans le cadre de la stratégie du groupe, de changer de nom. La compagnie que vous avez connue, que peut-être vous avez chérie pour certains, la compagnie dont vous avez toujours entendu parler et qui existe au Mali depuis 1985 s'appellera désormais Saham Assurance Mali. Ce changement de nom, qui n'est qu'une stratégie d'unification de la marque et un véritable vecteur de rassemblement, ne change rien dans la vie de la clientèle de l'ancienne Colina Mali. Nous attachons une attention particulière à la communication concernant ce nom Saham, qui va remplacer désormais Colina, et qui va aussi renforcer les acquis et améliorer davantage les services auxquels Colina a habitué sa clientèle. Et les engagements de Colina ne changeront pas. C'est juste un changement de dénomination. Le personnel, les visages, les engagements pris par Colina resteront toujours et seront respectés avec le nom Saham. Les journalistes et la clientèle de Saham ont assisté hier après-midi à la naissance de cette marque qui va désormais occuper le marché de l'assurance au Mali. Comment développer l'industrie sémencière dans notre pays? La question est au centre d'un atelier regroupant des acteurs du secteur public et de la recherche scientifique et des entreprises semencières. La rencontre doit permettre de jeter les bases d'une meilleure maîtrise de l'offre et de la demande de semences de mil, sorgho, maïs et riz. Lamine Keita pour les détails. Qui dit meilleur rendement agricole
pense forcément à une bonne semence. C'est fort de ce constat que le programme sémencier d'Afrique de l'Ouest, PSAO, a organisé cette journée du partenariat sémencier au Mali pour renforcer les capacités des acteurs sémenciers dans l'approche chaîne de valeur et développer les pôles d'entreprise. Il s'agit, au cours de cet atelier d'aujourd'hui, d'essayer de déterminer quelles sont les variétés sur lesquelles il faut mettre la priorité et également déterminer qu'est-ce qu'on va faire de ces semences quand elles seront produites. Donc c'est extrêmement important sur ce point de vue, mais également il s'agit surtout de mettre les différents acteurs ensemble afin que les uns et les autres puissent tisser des relations de partenariat. Pour le secrétaire exécutif adjoint du Comité national de recherche agronomique, cette journée doit permettre aux acteurs de la filière de rendre plus visible la chaîne de valeur des semences. L'atelier d'aujourd'hui permettra, j'en suis sûr, de rendre plus visible la chaîne de valeur des semences de mil sorgho, de maïs et de riz, en vue d'une bonne planification de la production et de la commercialisation au cours de la campagne agricole 2014-2015, et surtout de jeter les bases d'une industrie sémencière durable au Mali. La culture céréalière au Mali, comme le mil, le maïs, le sorgho et le riz, ont un potentiel sémencier estimé à plus de 40 milliards de francs CFA par an. Fin des travaux du 6e congrès de l'Union nationale des travailleurs retraités de l'INPS. Le président sortant a été reconduit à son poste. Il est à la tête des nouveaux bureaux de 166 membres pour un mandat de 5 ans. Reportage Batraoré. L'Union nationale des travailleurs retraités de la Convention régie par l'INPS prône la dynamisation dans la continuité. Souri Ibrahim Sissoko a été réélu à la présidente de l'Union à l'unanimité. L'organisation a aussi mis un bureau de 16 membres en place. Et ces membres font de leur arme de bataille la défense des intérêts des retraités. Il s'agit pour nous de lutter en termes syndicaux, d'améliorer le cadre et les conditions de vie des retraités que nous représentons, les retraités conventionnaires et régis par l'INPS. Dans l'immédiat, il faut dire que nous tenons absolument à passer à la révalorisation du SMIC. Parce que l'augmentation des pensions à l'INPS est assujettie à l'augmentation du SMIC. Les congressistes venus des régions et du district de Bamako réunis à ce 6e congrès ont formulé plusieurs recommandations. Je recommande l'exécution correcte et diligente des missions et directives assignées par le congrès. Je recommande le respect de la tenue des conférences nationales. Je recommande aussi l'amélioration du niveau des pensions, la création d'activités génératrices de revenus pour les retraités dans les régions et dans les communes du district de Bamako. L'Union des retraités de l'INPS compte désormais sur le soutien du gouvernement. La présence du ministre du Travail, de l'Action sociale et humanitaire à la cérémonie d'ouverture des travaux en est la preuve. Rectificatif donc, le nouveau bureau des retraités de l'INPS compte plutôt 16 membres et non 166. Les communautés de Ménakar veulent une paix définitive. Elles l'ont dit au cours d'un forum tenu au mois de mars à Andiraboukan. Près de 800 participants des 5 communes du cercle ont pris part à cette rencontre organisée par Indamali. Elle s'inscrit dans le cadre du projet Yafa, financé à hauteur de 250 millions de nos francs par Caritas Allemagne. De Gao, la correspondance de Drissa Kone. Jamais une rencontre intercommunautaire n'a suscité autant d'engouement dans la région de Gao. Ce sont près de 800 participants venus des communes de Menaka, d'Andiraboukan, d'Inekar, de Tidermen, d'Alata et de Bane Bangou au Niger qui ont montré par leur mobilisation qu'elles aspirent à la paix. Il s'agit de participer, nous tous, à la réconciliation totale des cœurs, des esprits et des comportements des populations de communes de Menaka, mais aussi entre elles et tous nos frères nigériens. L'implication des autorités administratives, coutumières, des élus, tout le monde, pour vraiment relayer l'information. Parce que les ONG sont sur le terrain, mais souvent ils ne maîtrisent pas le terrain, alors qu'ils veulent aider les populations. Ce forum d'Andiraboukan a regroupé des femmes et des hommes des communautés Keltamachek,
Peul, Sonrail et Djerma du Niger. Au-delà du thème de la rencontre qui était la recherche des mécanismes de réconciliation, les participants ont abordé la gestion de l'espace pastoral intercommunautaire. La rencontre a été une réussite parce que les points forts que l'on retient là-dedans, c'est que des hommes, des enfants, des frères, des parents qui s'étaient perdus, qui étaient restés au Niger, au Burkina, au le Mali profond, se sont retrouvés aujourd'hui sous un arbre pour échanger, pour s'embrasser. Il faut toujours privilégier le dialogue comme moyen de règlement de nos problèmes, car le recours aux armes n'a jamais abouti à un règlement durable des conflits. La rencontre a permis d'émettre une commission de réconciliation et de suivi des recommandations. Le projet Yafa, dont la première phase prend fin en avril après 10 mois, est financé par Caritas et Allemagne à hauteur de 250 millions de francs CFA. Le forum de Menaka est le 4e du genre dans la région de Gao, organisé par Enda Mali. À Ségou, 17e Assemblée générale annuelle de l'Union des sociétés coopératives Faso-Djigui. L'objectif est de présenter le bilan de l'année écoulée pour faire face à la prochaine campagne. L'Assemblée a regroupé plus de 120 délégués des différentes sociétés coopératives de la région. Le compte-rendu de Ségou de Honoré Tienou. La présente Assemblée générale de l'Union des sociétés coopératives Faso-Djigui PASEM vise à faire le bilan de commercialisation des activités de la campagne 2012-2013, puis présenter les résultats provisoires de celle 2013-2014. L'Assemblée qui nous réunit ce matin est un événement d'une grande importance dans le processus de gestion démocratique et transparente pour toute organisation paysanne et en général pour notre organisation en particulier. Il ressort des bilans présentés qu'après 6 années de baisse en termes de commercialisation, la campagne 2012-2013 a connu une hausse significative avec 1 millier de tonnes. Cependant, les ventes en céréales ont été déficitaires. La coopération canadienne demeure confiante quant aux fortes capacités de Faso-Djigui à se redresser et à surmonter les difficultés. La détermination indéfectible de ses membres et l'engagement sans faille des élus montrent à suffisance leur volonté de respecter leur propre devise, que je cite, « Ensemble on s'unit, ensemble on réunit ». Une pierre deux coups. Les responsables de l'Union des sociétés coopératives Faso-Djigui PASEM ont profité de cette 17e assemblée pour poser la première pierre de 2 grands magasins de stockage d'une capacité de 4200 tonnes dans la zone des petites industries de Ségou. En 5e région, l'ONG Al-Farouk a construit et équipé un centre de santé dans le village de Singo, dans la commune rurale de Borodougou, le tout pour plus de 7 millions de francs CFA. Les premiers soins ont été donnés en présence du directeur de l'ONG Al-Farouk, des autorités communales et bien sûr des populations. Le compte-rendu de Mahamar Ibrahim Touré. C'est parti pour les premiers soins de santé ce samedi 29 mars 2014 de l'Assako du village de Singo dans la commune rurale du Borodougou. Réalisé et équipé par l'ONG Al-Farouk pour plus de 7 millions de francs CFA, sur sollicitation de Baba Ladjo et frères, l'infrastructure comprend 3 salles, 2 toilettes et une pompe à eau. Les autorités communales ont exhorté les populations à l'entretien et la protection de l'édifice. On remercie Dieu, on remercie Al-Farouk. Bon, c'est quelque chose aussi, le village de Singo attend beaucoup à ça. Mais le beau jour d'aujourd'hui, c'est un beau jour pour la commune. C'est un beau jour pour le village en particulier. L'ONG Farouk, avec son accord cadre avec l'État malien, qui fait l'objet de ses activités, la santé, construction des centres de santé, organisation des campagnes de santé. Avec ses 22 ans d'existence, l'ONG Al-Farouk intervient dans le domaine de la santé, l'éducation à travers la construction des médecins, l'hydraulique villageoise, l'aide aux démunis et les populations affectées par la crise. Le village de Singo a bénéficié d'un appui de 50 000 francs CFA et sera bientôt doté d'une mosquée. Les bénédictions ont mis fin à la cérémonie. En 5e région toujours, avec cette fois-ci la 150e édition de la Ziara d'El Hadj Omar Tall à Denguébéré, c'était en présence du chef de cabinet du ministre délégué aux affaires religieuses et du culte. On notait également la présence de plusieurs autres personnalités. Retrouvons Mahamar Ibrahim Touré. Les fidèles musulmans de toutes les confréries de la Tidjania omarienne à travers l'Afrique et le monde entier sont venus se confesser sur la tombe d'El Hadj Omar Tall à Denguébéré lors de la 150e édition de la Ziara annuelle.
Débutée en 1894, elle est la plus ancienne des ziyaras. Ce qui m'anime de plus, on sent de cette rencontre et des rassemblements comme ça, à Degembere ou à Banyagara, on sent de la Jumar quelque chose qu'on ne connaît pas, purement spirituel. Ça ne peut se faire justifier que Dieu. Donc c'est ces trois choses qui m'animent, la joie, la sympathie et la spiritualité de la Jumar. Elle a été source d'inspiration et d'enseignement à travers la conférence animée par le professeur Samba Dieng de l'université Cheikh Anta Diop sur la vie de Haj Oumar Tall. Lettré en grammaire arabe, il avait 12 portraits et auteur d'une quarantaine de livres. Cette ziara, comme je l'ai dit, commémore encore une fois la vie et l'œuvre de Cheikh Oumar et surtout sa descendance et son action qui est une action d'islamisation. En somme, le sens que revêt la ziara, c'est le sens essentiellement islamique, la division de l'islam, la division de la Tijaniya et l'action de Cheikh Oumar pour le renouveau de l'islam, pour l'expansion de la Tijaniya. Nous pensons que cette retrouvaille permet de renforcer le dynamisme de la Tijaniya et de la Tariqiya Oumari Foutiyou. Nous estimons que de telles pratiques valent mieux pour que les uns et les autres se ressourcent pour ce qu'a fait El Hadj Omar à travers le Mali, à travers l'Afrique. Commandant du Fouta Toro, El Hadj Oumar Tall est le seul marabout qui a lutté contre la colonisation. Il fut pionnier de l'intégration africaine des confréries et sources de Baraka. Les notes de l'artiste traditionnel Djei Daouda, le roi du Houdou, ont agrémenté la ziara 2014 de Degembere à la prière de l'aube. Et pendant ce temps, le ministre délégué en charge des affaires religieuses et du culte était en visite de travail en Turquie. En Turquie, à Ankara, le ministre Diallo a été reçu par le vice-premier ministre et le président des affaires religieuses au centre des entretiens. La coopération Mali-Turquie, singulièrement le renforcement des capacités du département des affaires religieuses et du culte. Sur le chemin du retour, le ministre a fait escale à Rabat où il a eu des échanges avec son homologue marocain. Et le ministre de l'administration territoriale, sur la base de la délibération de la Commission nationale d'observation de la Lune, chargée de la fixation des dates officielles des fêtes musulmanes et du début du mois de Ramadan, a l'honneur d'informer la communauté musulmane que le mois lunaire du Madassania ou l'Asri Laban a débuté au Mali ce mardi 1er avril. À plus de 70 ans, Boubacar Traoré dit Karkar tient encore bon sur la scène. Il l'a démontré le week-end dernier à l'Institut français de Bamako lors d'un concert bouillant qu'il a animé avec son complice Vincent Bucher qui joue à l'harmonica. Cheikh Oumar Sangaré y était. Voici son reportage. Sur le podium, un duo de choc, Boubacar Traoré Karkar et Vincent Bucher. Trois instruments, la guitare, la calebasse et l'harmonica résonnant dans un ensemble produisant un blues sensationnel. Le jeu d'harmonica de Vincent s'accorde au mieux avec le style de son complice Karkar. Bon, moi, je joue les double cam de la guitare. La kora a 21 cordes, la guitare a 6 cordes. Moi, je joue la guitare comme 21 cordes. Les guitares acoustiques, l'harmonica, c'est des instruments qui vont naturellement très bien ensemble. C'est des instruments pas très forts séparément, mais dès qu'on les met ensemble, ça fait quelque chose d'important. Et la calebasse en plus, il n'y a pas de fréquences qui vont l'une sur l'autre. C'est pour ça que ça sonne gros. Durant le spectacle, le public a eu droit à une quinzaine de morceaux du répertoire de Karkar. Des souvenirs comme Mariama ou encore des titres phares comme Minuit. Karkar a harangué la foule. Moi, je suis une fan de Boubacar Traoré, voilà. Donc, émouvant, superbe. Le concert était vraiment très somptueux, très fantastique. Nous avons retrouvé ici les vraies valeurs du grand musicien qui a fait le bonheur de tous les Maliens pendant l'indépendance. C'était très bien, vraiment c'était très bien.
Sa chanson Mariama, ça je l'adore. Je l'ai trouvé très très intéressant parce que je ne connaissais pas cette musique, ni ce musicien-chanteur. Ce concert de Boubacar Traoré Karkar et Vincent Boucher faisait partie des plus grosses affiches de l'Institut français courant mars. Une nuit qui a tenu ses promesses. Très belle soirée en tout cas, sport football avec le tirage au sort du tour de cadrage de la Coupe de la Confédération au siège de la CAF, c'est au Caire en Égypte. Coïncidence de calendrier, l'AS Real de Bamako et le Djoliba AC vont se disputer le ticket qualificatif pour la phase de groupe. Juste après le verdict du tirage, notre reporter Siragatou Sissé est allé à la rencontre des deux entraîneurs. Nous écoutons leur avis sur ce tirage. C'était tout dit que si on rencontrait une équipe étrangère, ça allait être encore mieux parce que le Mali allait avoir quand même, si on se qualifiait tous les deux, allait avoir 2 représentants. Donc déjà, à ce niveau, je pense que cela ne se fera pas. Et le sort a décidé que les 2 équipes maliennes se rencontrent, c'est-à-dire le Djoliba et le Real. Et je ne dirais pas que c'est une bonne chose, mais bon, je pense que c'est un match, c'est vrai, important pour le public malien parce que on est persuadé qu'il y aura de l'ambiance les jours du match au stade. Et le plus important après tout ça, c'est qu'on sort vraiment grandi de cette histoire. Nous, on a la chance quand même d'être à ce niveau. Ça fait des années qu'on n'était pas arrivé. Et les Djoliba, ça c'est les habitudes de la compétition, le Djoliba et le stade. Moi, je pense que ça sera un très très bon match. Nous espérons que le public aussi va jouer son rôle par rapport à ce match-là. Il y aura beaucoup de monde, je l'espère énormément. Pour nous, jouer le Real Bamako, c'est une bonne chose. On va le jouer dans le cadre d'un derby. C'est un match en aller-retour, donc il faut faire très attention. Et bon, j'espère que le match va se dérouler dans les meilleures conditions et que le meilleur gagne. Bon, pour nous, c'est un match comme les autres. On va bien se préparer pour ça. Et ce qui est bien, c'est qu'on n'a pas été chercher un adversaire hors du Mali. Parce que le problème qu'on a eu avec ces équipes-là, Don Bosco et Wadi Digla, c'était des matchs où on ne pouvait pas se fier à l'arbitrage, où on ne pouvait pas se fier, où on sort de notre environnement. Et bon, là, on reste dans notre environnement, on maîtrise tout, toutes les données, on les maîtrise, on connaît l'adversaire. On connaît le terrain sur lequel on va jouer. Le public des 2 côtés va être là pour animer la partie. Et j'espère que de toutes les façons, c'est une bonne chose pour le Mali qu'une équipe au moins reste dans le tour des poules. Et notez déjà les rendez-vous match aller le week-end des 18, 19 au 20 avril. Le retour se jouera une semaine plus tard. Nous refermons donc ce journal. Je vous remercie pour votre fidélité et vous retrouve demain à 18h et 20h. Très bonne suite de nos programmes. Bonsoir à tous.